RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. A tout de suite les titres. La commission spéciale de l'Assemblée nationale chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation assure l'affaire Constant Moutamba a bouclé à ses travaux ce mercredi après avoir auditionné les concernés. Briefing conjoint, ministre de la Communication Patrick Mouyaya et Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur sur la présence de l'ancien chef de l'État congolais à Goma et autres sujets. Les questions sur la posture politique de Joseph Kabila Kabange ont été à l'ordre du jour. L'humanité sensibilisée ce mercredi 28 mai 2025 sur l'hygiène menstruelle à l'occasion de la journée mondiale consacrée à cette question. Le Fonds des Nations Unies pour la population a choisi pour thème en cette année « Ensemble pour un monde respectueux des règles ». Merci de nous avoir choisis pour vous informer. La commission spéciale et temporaire de l'Assemblée nationale chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général après la Cour de cassation contre le ministre de la Justice Constant Moutamba a bouclé ce mercredi ses travaux après avoir auditionné les concernés mardi à tour de rôle. Cette commission dirigée par le député national à CNC Meshak Mandefou a reçu le procureur général après la Cour de cassation à Firmin Vondé et le ministre de la Justice Constant Moutamba. C'est ce jeudi que la commission spéciale va présenter son rapport à la représentation nationale lors de la séance plénière pour examen et adoption. Suivez ce reportage. Sauf imprévu ou changement des dernières minutes, c'est ce mercredi 27 mai 2025 que la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé-Mambou contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux Constant Moutamba va clôturer les travaux. Pour permettre à la commission d'avoir tous les éléments nécessaires, le procureur général Firmin Vondé-Mambou a été reçu le mardi 27 mai 2025 au Palais du Peuple par le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Singekeli, en vue d'être auditionné par la commission spéciale. Ici est toutefois de signaler que rien n'a filtré de cette audition, étant donné que les travaux de cette commission spéciale et temporaire se déroulent à huis clos. Après le passage du haut magistrat du parquet civil à la commission spéciale, le rapporteur de l'Assemblée nationale a aussi reçu le ministre Constant Moutamba pour être soumis au même exercice auquel venait de se livrer le patron de l'action publique devant la commission spéciale et temporaire. Signalons que cette commission spéciale va présenter son rapport à la représentation nationale lors de la séance plénière de ce jeudi 29 mai 2025 pour examen et adoption. Juste après, le procureur général Firmin Vondé-Mambou a été à nouveau entendu, cette fois-ci par une autre commission spéciale et temporaire pour examiner le réquisitoire du patron de l'action publique aux fins d'instruire contre les députés nationaux Dikala Majeb Loubanzadio Géry. Compte tenu de ce qui précède, l'opinion publique devra retenir que, dans la procédure d'autorisation de poursuite visant un membre du gouvernement, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Singekeli, n'a aucun pouvoir de freiner les travaux de toute une commission ni d'en interférer, d'autant plus que toute
la procédure est contrôlée par la plénière de l'Assemblée nationale souveraine. Cela pour couper court à des inepties fabriquées par des gens mal intentionnés qui, sans preuve, accusent le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly Esengekeli, d'avoir reçu une enveloppe auprès du ministre de la Justice pour soi-disant bloquer la procédure. La présence de Joseph Kabila à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, en pleine crise sécuritaire dans l'est de la RDC, a été commentée mardi par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, lors d'un briefing presse conjoint avec le ministre de la Communication, Patrick Muyaya. Julien Paluku a exprimé des réserves sur cette apparition, tout en soulevant les questions sur la posture politique de l'ancien président de la République. En 12 questions, le ministre Paluku s'est également étonné de voir le sénateur Avi entouré des figures jadis associées au M23. Julien Paluku. Alors, comme je continue à douter qu'il soit là, j'ai 12 questions aussi. Parce que quand j'ai suivi là, il a parlé en 12 points. Laissez-moi voir si je peux trouver un exercice de parler aussi en 12 questions. Monsieur le porte-parole. Première question. Est-ce le fils de son père, le président Laurent Désiré Kabila, assassiné en 2001 par la mafia rwandaise, qui est entré à Goma, capitale du Nord Kivu, sous contrôle des mêmes Rwandais? Ça, c'est la première question. Faites parvenir ces questions aux journalistes qui sont à Goma. Deuxième question. Est-ce le fils de Musée qui a relancé le dialogue de Sun City en 2002 et qui a ramené les rebelles près de lui en acceptant la formule 1+4? Amenez cette deuxième question à Goma. Troisième question. Est-ce le fils de Laurent Désiré Kabila qui a affronté et vaincu l'insurrection de Gilles Moutebousi et de Laurent Kunda en 2004 à Bukavu? Quatrième question. Est-ce le fils de Musée qui, à mon avènement à la tête de la province du Nord Kivu, comme premier gouverneur élu, a piloté les opérations contre Laurent Kunda? Cinquième question. Est-ce encore lui qui m'a demandé de résister, je l'ai dit, lorsque le 29 octobre 2008, le CNDP était à la porte de Goma? Sixième question. Est-ce le fils de Musée qui, en janvier 2009, a demandé l'arrestation de Laurent Kunda par l'armée rwandaise et accepté l'arrivée de cette même armée au Nord Kivu à travers l'opération Umoja-Wetu, je l'ai dit, du 25 janvier au 25 février 2009, et consécutivement, est-ce le fils de Musée qui avait demandé au président de l'Assemblée nationale de l'époque de démissionner parce qu'il n'était pas informé de l'entrée des troupes rwandaises? Plusieurs initiatives et avancées enregistrées dans le secteur du commerce extérieur en République démocratique du Congo. Ces affirmations ont été faites le 27 mai 2025 par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, lors du briefing spécial co-animé avec son collègue de communication et médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe. Au menu des échanges, le commerce extérieur comme levier de la croissance économique en République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage signé André Ikoma. Commerce extérieur, les vieux de la croissance économique en République démocratique du Congo, thématique principale consacrée à ce briefing hebdomadaire, co-animé entre le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, et son collègue du commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya. Dans son mot d'introduction, le porte-parole du gouvernement a circonscrit les contextes de ce rendez-vous de redevabilité. Avec mon collègue Julien Paluku, de faire un peu une plongée sur ces sujets parce que, Monsieur le Ministre, je rappelle qu'il y a quelques semaines, vous étiez à l'Organisation mondiale du commerce et vendredi dernier, en Conseil de ministres, nous avons encore eu
l'occasion de vous entendre sur les sujets, sur la nécessité pour la République démocratique du Congo de ratifier un certain nombre de textes. Et nous voulons ce soir que vous puissiez plus ou moins nous faire le point sur les avancées qu'on a enregistrées dans le domaine du commerce extérieur que nous voulons utiliser comme un levier des développements. Ces commerces, non pas seulement dans la région africaine, notamment avec la ZLECAf et tout ce que nous faisons, mais aussi avec notamment les États-Unis dans le cas du deal minier qui se prépare. Pour sa part, le patron du commerce extérieur est revenu sur les avancées enregistrées au pays par son ministère. Cette semaine, j'ai publié ce que j'appelle la mercuriale des prix de certains produits. Aujourd'hui, la tonne de cobalt est à 33 000 dollars américains. Si vous multipliez 33 000 par une production de 152 000 tonnes par an, vous êtes à près de, je crois, autour de 60 milliards ou 59 milliards de dollars. Lorsqu'on voit comment cela se répercute chez la population congolaise, on ne le sent pas, la pauvreté continue. Voilà pourquoi le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, nous a demandé de diversifier notre économie. S'agissant de l'accord RDC-États-Unis, le patron du commerce extérieur a précisé que ce deal n'est pas question de brader le mine de la RDC, mais plutôt de développer le produit locaux. 3 secteurs fondamentaux constituent donc la première phase de ce deal, à savoir le route, le secteur ferroviaire et aéroportuaire. À stimuler la création et l'expansion d'entreprises innovantes est le but de la présentation ce 29 mai par la Commission européenne de la stratégie pour les startups et les scale-up. À la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ne cesse d'insister sur le fait que l'intérêt de l'Europe est d'aider ces startups à réussir et à prendre leur envol. La Commission veut également s'assurer que ces startups ne migreront pas aux États-Unis ou en Asie. Images et commentaires. La Commission européenne présente ce mercredi 29 mai 2025 la stratégie pour les startups et les scale-up. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a insisté sur le fait que l'intérêt de l'Europe est de voir ces startups réussir à prendre leur envol. La Commission s'inscrit dans la lignée d'accompagner ces startups pour qu'elles ne migrent pas aux États-Unis ou en Asie. Le Startup Europe est une initiative de la Commission européenne qui vise à connecter les startups de haute technologie, les entreprises en expansion, les investisseurs, les accélérateurs, les réseaux d'entreprises, les universités et les médias. Il est soutenu par un portefeuille de projets financés par l'Union européenne et d'actions. La stratégie telle que la norme européenne, Startup Nation, le radar de l'innovation et l'initiative pour l'innovation numérique et le développement à grande échelle. Quelques normes de l'Union européenne relatives aux startups des nations. Les petites et moyennes entreprises et les startups européennes sont confrontées à plusieurs défis alors qu'elles poursuivent leurs ambitions et s'assurer des opportunités de marché et d'augmenter leurs revenus. La Commission européenne a lancé ces normes Startup Nation pour mobiliser les États membres de l'Union européenne afin de mettre en œuvre les meilleures pratiques politiques qui soutiennent les startups dans des défis tels que la création d'entreprises ainsi que l'attraction et la rétention des talents. À ce jour, cette initiative politique est obtenue des ministres de 26 pays de l'Union européenne, des engagements de mettre en œuvre de telles pratiques au niveau régional et national. L'initiative se concentre par exemple sur la mise en œuvre des politiques qui facilitent le lancement d'une start-up et son expansion au-delà des frontières, de rationaliser les demandes de visa et de résidence pour les talents de pays tiers. Bonne nouvelle pour les femmes et les filles de Pacadjouma dans la commune de Limete à l'est de Kinshasa. Un foyer d'accueil pour la promotion de la jeune féminine a été mis à leur portée avec l'appui de l'Union européenne. Images et commentaires. Il a ouvert ses portes pour l'encadrement des femmes de Pacadjouma, un quartier de la commune de Limete. Beaucoup connu pour la vente de sexe chez les femmes vivant dans ce coin de la ville de Kinshasa. Ce nouveau centre
permettra aux femmes de bénéficier de formations notamment en coupe-couture, en alphabétisation, en coiffure d'âme et tant d'autres. L'objectif est de les rendre autonomes pour lutter contre la prostitution qui touche plusieurs femmes dans ce quartier pauvre et mal réputé. Lors de sa prise de parole, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC a exhorté Eliane Kiboubi, coordonnatrice de la fondation Pakadjouma Résilience, à une gestion rigoureuse pour espérer pérenniser leur partenariat. C'est une intervention qui effectivement va contribuer à tous les efforts que vous menez depuis 2 ou 3 ans et pour donner effectivement un meilleur avenir, notamment à des femmes et à des enfants. Et ce centre va être un peu un lieu de rencontre pour recevoir des formations, pour recevoir des conseils, pour faire des activités avec une vie professionnelle, avec un visage des futurs. Eliane Kiboubi, coordonnatrice de la fondation, a quant à elle circonscrit la mission de la structure qu'elle dirige et donné la raison du choix des Pakadjouma. Notre organisation, notre ASBEL, ne se focalise pas seulement à Pakadjouma, mais nous avons une compétence générale parce que nous sommes une initiative d'appui, de soutien, d'accompagnement de femmes, de jeunes, d'enfants vulnérables. Mais pour l'instant, nous avons posé nos bagages à Pakadjouma. Pourquoi Pakadjouma? Parce que vous et moi, vous connaissez ce qui se passe à Pakadjouma. Quant à Gloria Pembe, l'une des bénéficiaires des actions concrètes de Pakadjouma Résilience, elle a exprimé sa gratitude et encouragé cette fondation à poursuivre avec les actions qu'elle mène depuis quelques années. La classe, déjà 4 ans déjà, et na kopesa bango merci pour na nyoso bazo sala. Ezaka pour na ngamo wote ba nebele bango bazo en charge. Ainsi, dans ce nouvel espace dédié à l'espoir et à la reconstruction, un premier pas est franchi. Le foyer d'accueil pour la promotion sociale des femmes de Pakadjouma devient un symbole de résilience, un point de départ vers un avenir meilleur. Assistance de la Banque mondiale pour l'assainissement de la ville de Kinshasa, 200 millions de dollars américains et le financement approuvé par la Banque mondiale en vue de renforcer la résilience urbaine et améliorer le système d'assainissement de la ville de Kinshasa. Cet appui financier est validé par la Banque mondiale selon Catalina Marulanda, responsable en charge de l'urbanisme, de la résilience et du foncier pour l'Afrique de l'Est et l'Australie, permettra à la ville capitale de la RDC de faire face aux effets du changement climatique à travers des interventions de prévention. Suivez. Tous les partenaires du gouvernement congolais mobilisés pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Un important appui financier de la Banque mondiale à hauteur de plus de 200 millions de dollars américains s'inscrit dans ce cadre pour renforcer la résilience urbaine et améliorer la gestion des déchets de la capitale congolaise. Ce soutien a été au cœur de la séance de travail tenue entre l'exécutif provincial de la capitale province et la délégation de la Banque mondiale conduite par Catalina Marulanda, responsable en charge de l'urbanisme et de la résilience et du foncier pour l'Afrique de l'Est et l'Australie. Une rencontre importante au cours de laquelle les deux parties ont évoqué les principaux sujets à des inondations, de l'assainissement, en vue de voir dans quelle mesure cette institution peut appuyer les efforts du gouverneur de la ville de Kinshasa à redorer le blason terni de la capitale. Catalina Marulanda a précisé que ce projet a été validé par la Banque mondiale à hauteur d'un montant de plus de 200 millions de dollars visant à améliorer significativement la résilience de la ville face aux effets du changement climatique à travers des interventions de prévention, la construction d'infrastructures adaptées et la modernisation du système d'assainissement. Ce financement intervient dans un contexte où la gouvernance urbaine dans la capitale congolaise connaît une nouvelle dynamique. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui effectue des descentes dans les différentes communes de la capitale congolaise, s'entretient avec la population pour avoir plus ample détail afin d'intervenir en vue de soulager les maux des Kinoises et Kinois qui vivent depuis un temps dans la psychose à cause des pluies qui inondent certains quartiers des communes de la capitale congolaise.
Le programme alimentaire mondial, le PAM, se dit déterminé à intensifier son aide humanitaire en province de l'Ituri en réponse aux besoins urgents des personnes déplacées internes et des victimes des violences armées. Cet engagement a été pris ce mercredi par la directrice exécutive de cette agence des Nations Unies au terme d'une importante séance de travail tenue à Bunia avec le gouverneur militaire de la province, comme nous le confirme Jolie Palmer-Sekou. Selon les responsables du PAM, la situation humanitaire en Ituri demeure alarmante. Des milliers de familles vivent dans des conditions précaires, souvent privées de nourriture, d'abris de sang et des soins de santé à cause de conflits armés qui persistent dans plusieurs territoires de la région. Ce qu'ils peuvent attendre, c'est de l'assistance. Et l'assistance aussi apporte la paix. Donc on va continuer à donner l'assistance pour renforcer en fait des aspects de paix dans cette province. De son côté, le gouverneur militaire de l'Ituri a salué cette visite de haut niveau et le soutien constant du PAM, tout en plaidant pour une coordination renforcée entre les autorités locales et les partenaires humanitaires afin de garantir une aide efficace et ciblée. À la remercier parce qu'en ce moment-ci, ce n'est pas évident d'avoir une aussi grande dame comme celle-là ici. Nous savons qu'au-delà de ça, nous avons des problèmes de violence sexuelle et nous devons lutter contre ce problème-là. Et dans ce domaine, nous avons encore une interlocutrice qui peut aussi demander des fonds pour que effectivement cela cesse. Les PAM œuvrent des gens dans plusieurs zones de la province de l'Ituri en apportant de vivres, en soutenant la nutrition des enfants et de femmes enceintes et en mettant en place des programmes de résilience communautaire. La visite de la directrice exécutive du PAM intervient dans un contexte où les efforts humanitaires sont confrontés à des défis logistiques, sécuritaires et financiers croissants alors que les besoins ne cessent d'augmenter à raison de déplacements massifs des populations. Bouralex, dit-on, dit les latinistes, autrement dit, la loi est dure, mais c'est la loi, le bulldozer d'une entreprise chinoise œuvrant à Kindu, dans la province du Maniema, est passé ce mercredi en action en procédant à la démolition des constructions anarchiques érigées au stade Kamakuta. Ceci fait suite à une série de recommandations formulées par l'Assemblée provinciale après avoir adopté à l'unanimité le rapport de la commission ad hoc qui a travaillé intensivement pendant 3 semaines sans cesse. Aucune autorité trempée dans ce dossier n'a été épargnée. Suivez ce reportage de Roger Ebolidanzinga. Sous la supervision du ministre provincial en charge de l'Intérieur, décentralisation, affaires coutumières et sécurité, les bulldozers de l'entreprise chinoise réquisitionnée par le gouvernement provincial a procédé ce lundi 28 mai 2025 à la première phase de démolition des constructions anarchiques érigées dans les installations du Kamakuta appartenant à l'État. Bon nombre de constructions frappées par cette mesure drastique appartiennent aux autorités tant militaires que civiles de la place. Suivez Maître Lawama Selemani Taylor, un des témoins de l'événement qui a supervisé l'opération surnommée Dragon Rouge. Populaire, la volonté de la population du Maniema qui avait réclamé que cet espace qui était attribué, qui était affecté au stade est en train d'être spolié. Raison pour laquelle l'Assemblée provinciale, par sa résolution, a fait demander au gouvernement de province de pouvoir démolir. Comme il est dit toujours, Bouralex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Mais nous sommes en train de mettre la volonté de la loi. C'est pour éviter que cet espace ne soit pas construit et anarchiquement. Ceux qui se sont attribués des parcelles, sans que cet espace soit désaffecté, vont subir les conséquences. Honorable Papi Omeonga Chopa, rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema, dit que l'Assemblée va faire le suivi de l'exécution de toutes les recommandations faites au gouverneur jusqu'à la fin. Je pense comme ils ont commencé par le stade de Kamakuta, parce qu'après là, il faut continuer jusqu'au niveau du cimetière de Saint-Gaston et Steven. Je pense que là aussi ça sera réalisé pour le reste. Pour nous, l'objectif est que l'État puisse récupérer tout ce qui revient à l'État.
Douralex cède l'ex, dit-on. Nous venons ainsi de corriger avec ce reportage de notre correspondant à Kindu, Roger Ebolinda Nzenga, et parlant de l'intersyndicale nationale du Congo qui est indigné par la non-signature du décret portant application du SMIG par la première ministre Judith Souminois, ce qui occasionne des protestations de la part des employés du secteur du commerce. Et pourtant, un compromis avait été trouvé à l'issue de la tripartite convoquée par elle. Son président demande à la première ministre de décanter à cette situation et en même temps d'instruire à tous les services compétents pour libérer les frais relatifs à la conférence internationale du travail qui se tiendra à partir du 2 juin à Genève. Suivez Fidèle Kiangi. Nous ne pouvons pas comprendre que les ministres ayant l'emploi et travail dans ces attributions avaient pris un arrêté au mois de janvier, même mieux je dirais au mois de décembre, pour rendre public les accords qu'il y avait entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs sur les SMIC qui étaient fixés à l'époque à 14 500. Et cet arrêté sorti, il s'est fait que les employeurs ont saisi la première ministre pour dire que ça ne pouvait pas se passer comme ça. La première ministre s'est saisie du dossier et a invité les trois parties à une réunion tripartite dans son cabinet. Nous nous sommes retrouvés autour de la première ministre. Après débat de la question, la première ministre a demandé aux trois parties d'aller se retrouver au CNT, entendez, Conseil national du travail, pour débattre de la question et lui revenir avec un projet de décret. Au mois de mai, ça sera 14 500 et au mois de janvier, le SMIC sera de 21 500. Ça, c'est le rapport du CNT qui le dit. Et nous attendions les décrets pour que les travailleurs soient payés à la fin de ce mois. Avec comme SMIG 14 500, curieusement, jusqu'au moment où nous parlons, alors que nous sommes le 28 mai, la première ministre n'a pas encore signé les décrets. Conséquence, aujourd'hui, les amis du secteur du commerce. La deuxième question, nous sommes aujourd'hui le 28 mai 2025. La conférence internationale du travail s'ouvre les 2 à Genève. Tout a été fait, mais nous ne savons pas partir. Parce que, encore une fois, nous n'avons pas encore de frais pour aller à Genève. Nous demandons à la première ministre d'instruire les ministres des Finances et du budget ou à toute personne qui est concernée dans la procédure de libérer les dossiers. Ensemble pour un monde respectueux des règles, c'est sous ce thème qu'est célébrée ce 28 mai 2025 la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Le Fonds des Nations Unies pour la population profite de cette occasion pour sensibiliser les acteurs dans les domaines diversifiés et la société civile sur l'hygiène menstruelle. L'objectif étant d'encourager des pratiques sociales positives et surmonter la stigmatisation liée à la menstruation. Images et commentaires. Le 28 mai de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Le thème retenu par le Fonds des Nations Unies pour la population est « Ensemble pour un monde respectueux des règles ».
Une occasion pour sensibiliser les différents acteurs sur l'hygiène menstruelle afin d'encourager les pratiques sociales positives, à surmonter la stigmatisation et les tabous liés à la menstruation et rappeler que la gestion menstruelle est une question des droits humains, de dignité et d'égalité. La thématique de cette édition 2025, bien que ce soit un processus biologique naturel, les menstruations sont souvent entourées de silences et de tabous, y compris dans différents pays africains, en RDC, au Mali et dans d'autres pays. Cette culture du secret a des conséquences dévastatrices. Elle prive les filles d'informations essentielles, les expose à des pratiques d'hygiène dangereuses et peut entraîner leur déscolarisation, surtout lorsque les écoles manquent d'installations adéquates ou que les produits sont inabordables, creusant ainsi les inégalités éducatives et limitant leurs opportunités. Pour l'UNICEF, seulement 2,13% des écoles offre une intimité aux filles aux toilettes et 0,71% dispose d'options pour l'élimination à des protections usagées. Les mêmes sources indiquent que 2,13% des écoles observent une augmentation des absences chez les filles pubères et 0,71% rapportent un impact négatif des règles sur la participation des filles. Point positif, plus de 60 000 élèves et 300 écoles ont déjà sensibilisé et équipé à travers le monde. Nous en venons à ce dossier de la rédaction. Morida, moridoïdé est le mot scientifique du Congo bololo, une plante aux multiples vertus utilisée dans plusieurs ménages des Quinois avec son goût très amer. Cette plante est utilisée pour soigner certaines maladies comme la malaria à l'instar de la quinine. Plus de détails dans ce dossier. Utilisé pour ses vertus thérapeutiques, le Congo bololo, ses feuilles et ses racines servent pour le traitement des parasites intestinaux, des maux de tête associés au paludisme, des courbatures et des douleurs abdominales. Pour cette mère de famille, Dorcas, ménagère de son état, elle a l'habitude d'en donner à ses enfants comme une cure après quelques semaines. D'après elle, les feuilles de Congo bololo bouillies aident les enfants à ne pas tomber malades chaque fois ou encore moins se plaindre des douleurs abdominales. Le Congo bololo, c'est un médicament traditionnel qui aide à traiter la malaria, le mal de ventre, la fièvre et ça favorise une bonne croissance de l'enfant. Le Congo bololo, c'est un produit avec lequel nous avons grandi, même nos parents le donnaient aussi. Dr Didier Olenga Nchocho est médecin généraliste au centre de santé et maternité de Kisenso. Il connaît le Congo bololo et en a déjà entendu parler, bien qu'il ne le prescrit pas à ses patients. Les tradipraticiens conseille de le consommer pour soigner le paludisme ou combattre les vers intestinaux grâce à ses vertus. Beaucoup plus contre le vers intestinaux. Donc, et puis d'habitude, ici dans la capitale et partout en République démocratique du Congo, ce sont les feuilles qui sont beaucoup plus commercialisées et plus utilisées parce que la population a souvent l'habitude de bouillir ces feuilles et boire de l'eau issue de cette solution. Selon les recherches menées, ces feuilles aident aussi contre les infections de la peau. Il suffit de le broyer et les placer au niveau de la plaie. Cela a le pouvoir de cicatriser. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, la RDC figure parmi les pays d'Afrique les plus touchés par le paludisme, avec un taux de prévalence élevé notamment chez les enfants de moins de 5 ans. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. La commission spéciale de l'Assemblée nationale chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation sur l'affaire Constant Moutamba a bouclé ses travaux ce mercredi après avoir auditionné les concernés.
Nous avons suivi le briefing conjoint ministre de la Communication Patrick Mouyaye et Julien Paloukou, ministre du Commerce extérieur, sur la présence de l'ancien chef de l'État congolais à Goma et autres sujets. Les questions sur la posture politique de Joseph Kabila ont été à l'ordre du jour. Et l'humanité est sensibilisée ce mercredi 28 mai 2025 sur l'hygiène menstruelle. À l'occasion de la journée mondiale consacrée à cette question, le Fonds des Nations Unies pour la population a choisi pour thème en cette année 2025 Ensemble pour un monde respectueux des règles. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.